Assalamu alaikum, chers élèves. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre traitant la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Et c'est le temps aussi pour clôturer la troisième unité, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des montagnes ou bien des chaînes montagneuses, ce qui est appelé également l'orogenèse, et leur relation avec la tectonique des plaques. N'hésitez pas alors de poser vos questions pour assurer une bonne compréhension. Allons-y. Je vous propose le document 22 pour étudier le mécanisme de la formation de granit d'Anatexie et sa relation avec la tectonique des plaques. La question 4 nous demande d'analyser les données de la figure 5. Commençons par la figure 5b qui montre l'enfouissement des fragments de la croûte continentale à des profondeurs de l'ordre de 50 à 70 km. Cet enfouissement est lié au raccourcissement et à l'épaississement de la croûte continentale suite à la collision entre deux plaques. Ces fragments rocheux subissent des conditions de pression et de température croissantes. Ça veut dire ils subissent un métamorphisme thermodynamique. Thermodynamique qui est appelé également un métamorphisme régional. Ces fragments rocheux vont se transformer et devenir des roches métamorphiques, aboutissant à la formation dans des grandes profondeurs, bien sûr avec une température élevée, donc et une pression aussi élevée, elle va aboutir à la formation de ce qu'on appelle le gneiss. Donc c'est une roche métamorphique qui a subi un métamorphisme intense. Et ce processus, donc, il est montré par ce diagramme également, exactement par cette première courbe qui nous montre le processus d'enfouissement de la roche dans la zone de collision où il va subir un métamorphisme thermodynamique, un métamorphisme appelé régional. Voilà, donc il va subir une intensité de métamorphisme élevée, pression et température. Comme ça, il va y arriver, donc il va se transformer en gneiss. Et comme vous l'avez constaté, ce métamorphisme se fait toujours en état solide. Voilà. Donc la deuxième partie de la question 4, il nous demande de montrer comment se forme le granit d'Anatexie dans les zones de collision. Pour répondre à cette question, prenons la figure 5C qui nous montre un phénomène appelé l'isostasie. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'isostasie, je vous propose les illustrations suivantes. Les montagnes qui se forment dans les zones de collision exercent une pression très importante, ce qui va conduire à la déformation du manteau lithosphérique et du manteau asténosphérique. C'est la partie rigide du manteau supérieur et la partie ductile du manteau supérieur. Mais sous l'effet de l'érosion, la surcharge appliquée sur la sténosphère disparaît petit à petit et la lithosphère remonte lentement jusqu'au retour à l'équilibre. C'est-à-dire la lithosphère repose en équilibre
sur la sténosphère. C'est ce qu'on appelle l'ésostasie. Et maintenant, je veux vous montrer comment se fait la péniplanation et l'ajustement isostatique à partir de cette vidéo. Voilà. Sous l'effet de l'isostasie, en remontant vers la surface, les roches connaissent une diminution de la pression, mais ici, ils gardent une température élevée autour de 700 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle la décompression adiabatique, c'est-à-dire diminution de la pression en gardant la température élevée, constante. Ces conditions conduisent à la fusion partielle du gneiss et la formation du magma anatectique. Voilà donc cette partie, ce domaine, où peut se faire la fusion partielle du gneiss. Pour bien comprendre ce mécanisme de la fusion partielle du gneiss par la décompression adiabatique, prenons cet exemple. Voilà donc une roche A qui est dans l'état solide. Elle est toujours solide malgré que la température correspond à celle de la fusion partielle, à peu près 700 degrés Celsius. Avec la remontée de la roche vers la surface, donc ici il y a diminution de la pression. La pression ici a diminué. Donc la roche A se trouve sur la limite de solidus. Ça veut dire il est entre l'état solide et l'état de la fusion partielle solide-liquide. En diminuant la profondeur, la roche A retombe dans le domaine de la fusion partielle. Alors comme ça, la roche A se fond, elle va subir la fusion partielle grâce à la diminution de la pression, mais sans changement de la température. Vous voyez ici que la température reste constante malgré que la roche subit une remontée verticale vers la surface. Donc en suivant la remontée, la roche A commence à se solidifier pour se transformer en roche solide. Progressivement, le magma se refroidit sur place, ça veut dire dans son lieu de formation. Une partie de magma reste liée au gneiss pour former la mégmatite. Et une autre partie forme le granit d'Anatexie. Donc, en présence des fissures, le magma granitique peut quitter son lieu de formation et remonte vers la surface sous forme d'intrusion qui traverse les unités rocheuses sous-jacentes pour donner, après son refroidissement, le granit intrusif. Et après l'érosion, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, ces roches affleurent en surface. Donc c'est cette partie qui est représentée par cette partie de courbe de ce graphique. Comme récapitulation sur ce qui concerne la formation de granit, donc la première chose c'est la formation du gneiss, suite au métamorphisme régional.
Le métamorphisme régional, on a dit que c'est un métamorphisme thermodynamique. Le métamorphisme régional des roches dans la zone de collision vont conduire à la formation de gneiss. Le gneiss ainsi formé dans les grandes profondeurs, en remontant, vont subir la fusion partielle pour former des chambres magmatiques avec une étendue large. Le magma formé se refroidit lentement sur place pour nous donner du granit. Des parties de ce granit restent attachées au gneiss pour nous donner la migmatite. Voici donc comment une roche qui s'est formée en profondeur se retrouve à la surface. On passe maintenant à cette partie qui concerne l'influence du granit intrusif sur les roches avoisinantes. La figure 6 du document 23 montre la remontée du magma granitique loin de son lieu de formation pour former le granit intrusif qui est formé par un batholite. Un batholite, c'est-à-dire une masse de roche ignée intrusive, Sokhor Naria Indicacea. Donc ce granit intrusif formé d'un batholite entouré par une auréole de métamorphisme ou bien une auréole métamorphique. Concernant la 5e question, il nous demande de comparer le granit d'Anatexie au granit intrusif. Nous allons faire cette comparaison sous forme d'un tableau dans lequel nous allons comparer pour les deux roches, pour les deux types de granit, le volume, le lieu de solidification de magma et les roches avoisinantes. Concernant le volume de granit d'Anatexie, il est d'un grand volume, ça veut dire il a une étendue qui est large, donc on va écrire un volume grand. Concernant le granit intrusif, il a un petit volume, donc une étendue qui est moins importante, donc un faible ou bien une faible étendue. Donc on écrit petit. Pour le lieu de solidification du magma, la solidification de granit d'Anatexie se fait bien sûr en profondeur, donc dans le lieu de sa formation. Pour le granit intrusif, le refroidissement se fait près de la surface, donc après remontée du magma. Pour les roches avoisinantes qu'on rencontre dans le granit d'Anatexie, on rencontre ce type de roches, ce sont les migmatites, donc la migmatite, et on rencontre ici aussi le gneiss, donc la migmatite et le gneiss. Pour le granit intrusif, on rencontre l'auréole de métamorphisme, qu'il est riche en roches métamorphiques, que nous allons découvrir par la suite. Durant la remontée du magma granitique intrusif d'une température élevée, les roches avoisinantes vont subir un métamorphisme qui forme une auréole métamorphique. À partir des figures ci-dessous, on propose l'étude de l'influence de granit intrusif sur les roches avoisinantes dans la région de Zaïre. Pour la figure 7, représente la carte géologique de la masse granitique de Zaïre et l'auréole de métamorphisme qui l'entoure. Pour la figure 8, il nous représente une coupe géologique suivant la section AB, donc située sur la carte géologique AB. Pour la question 6, il nous demande de déterminer les modifications que les groupes rocheux étudiés ont subies
en précisant le type de métamorphisme qui a déroulé dans cette région. Pour les modifications, on voit très clairement en observant la figure 9 qui représente les caractéristiques structurales et minéralogiques des échantillons des roches métamorphiques constituant l'auréole métamorphique et qui sont collectés de différents endroits. Nous voyons très clairement que les roches subissent des changements minéralogiques. Donc, vous prenez l'exemple du premier groupe de schiste aigré inférieur qui est d'origine d'un schiste argileux. Vous voyez donc les différents schistes trouvés dans les 4 endroits. 1, 2, 3 et 4. Donc la différence entre les schistes, les 4 schistes rencontrés dans les 4 endroits, c'est la composition minéralogique. Prenez le premier schiste argileux contenant la chlorite et la séricite. Pour le deuxième type de schiste, il contient de l'andalosite de petite taille. Pour le troisième type de schiste, il contient la biotite et l'andalosite de grande taille. Et pour le quatrième, on trouve une cornienne contenant de feldspathe potassique. Pour le deuxième groupe, le groupe de schiste et calcaire, d'origine calcaire dolomitique, vous voyez que selon la distance de masse granitique, on trouve qu'il y a des différences au niveau de la minéralogie. Voici pour le 5, on trouve ici du marbre, rocham, contenant le plagioclase et le pyroxène. Pour le 6, il contient des roches de wollastonite ou bien wollastonite contenant des minéraux de wollastonite et de grenat. Pour le troisième groupe, le groupe de schiste et grès supérieur, d'origine le grès, hajar ramli, ce type de roche se transforme, il va subir le métamorphisme, pour nous donner de quartzite contenant du quartz recristallisé. Donc ici, on va confirmer que il y a des changements, il se déroule des changements minéralogiques. Voilà, donc on assiste ici au phénomène de métamorphisme. Ce type de métamorphisme résulte de l'augmentation de la température suite à la remontée du magma chaud. Donc ce métamorphisme est un métamorphisme thermique qui est appelé également le métamorphisme de contact. C'est la fin de ce chapitre. Plutôt, on est arrivé à la fin de la 3e unité. Je suis toujours là pour recevoir vos questions. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.